Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Chroniques de Villepinte. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le vendredi. Donc au sommaire de l'émission, le cosplay show. On va suivre Umi-kun sur tout le salon. Ensuite, on aura l'interlude avec Man with a Mission, Nochan, Kobayashi Saori et Jagmo. Et pour terminer, nous aurons Katsuka, la French Touch à Japan Expo, où nous allons rencontrer ces Français qui travaillent au Japon. Voilà, mais on commence comme d'habitude avec les news. Nous sommes le vendredi 8 juillet, le salon ouvre ses portes pour la deuxième fois cette année et le thermomètre affiche près de 30 degrés, ce qui pousse les visiteurs au cosplay les plus sophistiqués à chercher un peu d'air frais du côté de la verrière ou dans les espaces ouverts qui font office de transition entre différents rôles. Si traditionnellement le samedi est le jour le plus chargé en animation, ce vendredi avait quand même pas mal de choses à proposer, avec un choix plutôt costaud de masterclass, de rencontres, de talk-shows, d'ateliers et de projections. Pour les plus courageux, la journée pouvait même commencer de façon très sportive, avec une séance d'initiation au proless, l'acrobatique et très aérien catch japonais. Dans un genre plus calme, Oda Yasuyuki, au cours d'une conférence, présentait KOF 14, qui était d'ailleurs jouable en avant-première. Toujours dans le domaine du jeu vidéo, l'association Toho Online invitait les visiteurs à venir assister sur la scène Take à une petite initiation à Toho Project, une série de manic shooters créée en amateur par une seule personne et qui fédère une communauté de plus en plus grande. En début d'après-midi, on pouvait aussi voir Mashima Hiro effectuer un live drawing au cours d'une conférence organisée dans le cadre des 10 ans de Fairy Tail. Mais le plus gros événement de ce vendredi, c'était sans conteste le concert des Kalamazon, de 13h45 à 14h30 dans la salle Kalasu. Les deux idoles virtuelles de Splatoon ont en effet interprété leurs meilleurs morceaux le temps d'un concert holographique, dont voici quelques images. J'aurais bien voulu vous parler de Japan Expo dans ces chroniques, le problème c'est que je suis resté 3 heures ou 4 heures cette année à Japan Expo, donc j'ai pas grand chose à dire. Par contre, entre Japan Expo et aujourd'hui, il y a un jeu qui a révolutionné le monde et ma vie, c'est Pokémon Go. Alors le jeu n'est pas sorti en France, mais on peut le trouver sur des sites étrangers très facilement et jouer en France avec des serveurs qui plantent toutes les heures, mais on peut capturer des Pokémon partout dans Paris, comme dans la vraie vie. Je n'ai jamais vu une adaptation de jeu vidéo aussi réussie. C'est-à-dire que Pokémon, tu étais dans la forêt, tu chopais des Pokémon dans la forêt. Là, en Ardèche, j'étais dans la forêt, j'ai chopé des Pokémon de forêt. Un Mystherbe. À côté de l'eau, tu trouves des Ramolos. La vraie vie devient un jeu vidéo. J'ai bronzé à cause d'un jeu vidéo. J'ai perdu 1 kilo à cause d'un jeu vidéo. On regarde le cosplay show. Cosplayer, cosplayeuse, si vous avez manqué Japan Expo ou si vous avez envie d'un compte-rendu du vendredi de cette 17e édition côté cosplay, vous avez frappé à la bonne porte. Commençons par nous attarder sur une nouveauté présente dans le village cosplay, les stands photos en libre accès. Chaque année, les cosplayers sont nombreux et le public va à leur rencontre armé de smartphones ou d'appareils photo. Excepté sur les stands des associations spécialisées dans la photo de cosplay, aucun espace n'existait jusqu'alors pour prendre la pause, et cela se faisait donc dans une joyeuse anarchie au milieu des allées. Bon, c'était encore un peu le cas cette année, mis à part 2 décors mis à disposition de manière plus formelle, afin de pouvoir faire des photos dans de meilleures conditions, et qui sait, l'essai sera peut-être transformé avec plus de moyens l'an prochain. Les stands de photo libre accès ont l'air d'avoir bien marché, je suis très content parce que aussi les gens ont été très respectueux des espaces. Il y avait beaucoup de gens en interne qui émettaient des doutes et moi je voulais croire justement que les gens allaient comprendre et allaient être respectueux et ça a été le cas. Et donc voilà, je suis vraiment satisfait de ça. Donc c'est une expérience plutôt concluante à renouveler les années prochaines, peut-être en partenariat avec des éditeurs qui voudraient justement mettre en avant certaines licences parce que voilà, pertinemment si on faisait certaines licences, je pense que certains cosplayers seraient très très heureux d'avoir un décor dans la thématique. Mais voilà, ça c'est une expérience vraiment positive. Côté concours du jour, au programme sur la scène Ichigo, le second cosplay show avec toujours 37 prestations, mais cette fois, ce sont 15 récompenses qui ont été attribuées, avec une nuance de taille, la longueur de la liste d'attente. Il y a toujours beaucoup plus de demandes le vendredi, on a, je crois, une liste d'attente suffisante pour faire 2 autres concours de plus, donc c'est assez énorme. Ça va tout le monde ? Le tout présenté par Link et Navi, version plus grande que dans nos souvenirs d'ailleurs, et sous les yeux d'un jury composé notamment de Nad Cosplay, vainqueur de la saison 2 de Coups Humains. C'était juste histoire de placer cette information, parce que c'est classe quand même.
C'est encore une fois un duo qui a ouvert les festivités sur scène avec un spectacle de marionnettes et de costumes de qualité issu du film Peau d'âne, un choix audacieux et réussi, et récompensé par le jury d'un deuxième prix costume groupe. Les cosplayers ont continué à faire preuve d'éclectisme, puisqu'après le cinéma français, on a eu, pêle-mêle, des hommages rendus à des jeux vidéo récents ou classiques, et même à la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra. Le troisième prix solo prestation eut le bon goût de mêler le tout avec une troubadour issue de Dragon Quest IX. Vous aurez reconnu une reprise très personnelle d'une chanson de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais, mais je crois que je n'ai pas de choix, c'est bien pour lui que je fais tout ça, aidez-moi. Mais que serait un cosplay show sans une touche de kawaii, de rythme, de bataille épique, de Disney ou de Magical Girl ? Quand soudain arriva l'inévitable, l'arrivée d'une licence récente et populaire, Overwatch. Une prestation tout en humour et en précision, et récompensée d'un deuxième prix prestation catégorie groupe. Et à l'image du nombre de frags d'une personne expérimentée au milieu d'une map remplie de noobs, les prestations primées se sont enchaînées sur scène. Deuxième prix costume pour cette Alika issue de Terra Battle qui a su atteindre le cœur du jury grâce à sa jolie mise en scène. Prix espoir pour le groupe Metroid et son duo de Samus Aran accompagné de la créature éponyme. Un travail impressionnant sur la tenue de combat et un effort de mise en scène qui a été très justement encouragé. Premier prix prestation groupe pour Beast, Dagger et Duel issus de l'univers de Black Butler Book of Circus, avec un numéro des plus réussis et un usage bien inspiré de la BO d'American Horror Story. Et fin de la série avec le deuxième prix prestation solo pour cette Catwoman, tout en perles et strass, un prix qui, contrairement au diamant, ne fut pas volé. On a assisté à un concours au niveau global élevé, où même ceux qui sont repartis sans prix n'ont pas démérité. Le trio issu de Final Fantasy X-2, composé de Pain, Riku et Yuna, a su enflammer le public. Mais c'est la qualité de ses costumes qui lui permet de repartir avec le troisième prix costume groupe. Le temps a filé à une vitesse folle en ce vendredi, et cela ne pouvait qu'attirer la curiosité d'un seigneur du temps. Félicitations au 10e Docteur pour son entrée sur scène et son costume qui lui permet de repartir avec la 3e place en costume solo. La popularité de Pokémon ne faiblit pas, et ce duo Flora et Brice peut en témoigner. Leur prestation mêlant univers du jeu et réalité leur a permis de remporter un 3e prix prestation de groupe. Faire une bonne bande-son et caler sa prestation dessus, c'est la base. Mais réussir à allier parfaitement les deux, c'est plus difficile. Ouvrez bien les yeux et les oreilles, car en voici un exemple parfait. Félicitations du jury et premier prix Presta Solo pour Nolio et son interprétation de Ichigo Hitofuri du jeu Touken Ranbu. Un travail de précision comme on aimerait en voir plus souvent. Travail de précision également pour le casque et les accessoires de cette Padmé tirée de la prélogie Star Wars. Un prix Forge bien mérité pour elle et un point bonus pour l'autodérision dont elle a su faire preuve en fin de presta. La fin du concours approche, nous sommes dans le dernier tiers et même s'il ne s'agit que d'une compétition amicale et non violente, il reste encore 3 prix dont les 2 premières places costumes à attribuer. Et puisqu'on parle de non-violence, voici justement le duo Mylina et Sub-Zero, tiré de la franchise Mortal Kombat. Règlement oblige, pas de faux sang qui gicle, mais un combat qui pète la classe au moins autant que leur costume et qui remporte le premier prix de leur catégorie. Bon, en même temps, c'est du Mortal Kombat, hein, c'est dans l'esprit. Après un tel effet, un peu de couleur, d'arc-en-ciel et d'espièglerie pour décompresser. Mesdames et messieurs, Binka en Shuzo de Show by Rock enflamme la scène et vos pupilles. Un costume splendide, récompensé d'une première place aussi dans sa catégorie. Une belle réussite. Pour finir ce tour d'horizon, le prix Coup de cœur a récompensé une performance mêlant références pointues et influences hip-hop. Vous connaissez sans doute les poses du Great Saiyaman et de Great Saiyawoman, avatar de Sangohan et Videl. Maintenant, observez ceci à la sauce popping.
Un régal et un divertissement de qualité à l'image de ce cosplay show très réussi au niveau danse et assez homogène. On n'en a pas fini avec cette journée du vendredi puisque nous sommes allés à la rencontre d'un autre invité cosplay de la convention, l'américain Volpin Props, spécialisé attendez, j'ai un trou, ça va me revenir. En tout cas, présent en tant que jury ECG et pour proposer 2 workshops, un sur sa spécialité et un autre sur comment monter un projet professionnel à partir de sa passion. So I started Vulpin Props in some respects in 2007. And I wasn't calling myself Vulpin Props then, but I'd registered for a couple of, costuming, cosplay websites, and I registered and I called myself Vulpin. And when I started taking on client jobs, I had to create this as a company. So I've been called Vulpin Props forever, so I called myself Vulpin Props LLC. And so 5 years ago, as of July 1st, was my first day doing it full-time. So five years ago, I quit my job as a graphic designer and thought, okay, I'll try this. I'll see if I can do it as a full-time job. I like to think I come from a family of builders. My grandfather was a machinist. He built aircraft and spacecraft parts in the 60s and 70s. Both of my uncles, they build race cars and they know how to weld, and they've always grown up, always been in garages, they've been making stuff. My father's the same way. So very young age, I was taught, you don't always have to buy things. You don't always have to buy something new. You can fix something old. You can build something yourself. So making furniture and building portions of a house and building a deck, that was always just something that I knew how to do, and my family was always into that. So I just tried it. Then I messed it up. I didn't do it right, but I practice and you get better and you get better. So yeah, it's definitely part of my upbringing. And I was really kind of a pest. But it worked, it paid off. I got in touch with one of the community managers, and it turned out she'd heard of my work and seen it before, and I was able to pitch to them. I said, we could do this, we could do a build video, we can make this into a whole thing, and you can showcase it, and it just turns into advertising. So yeah, with them I kind of bugged them. League of Legends actually approached me, so Riot Games. I had done a piece for Curse Gaming, and I did trophies for them. And Riot reached out to me, and they wanted an esports trophy, and so they said, hey, can you make us one? And I went, absolutely. And so that kind of opened the door then. I've done a handful of other projects for them since then. C'est tout pour le cosplay en ce vendredi de Japan Expo. Rendez-vous pour la suite avec l'ECG samedi. Alors normalement, si vous n'êtes pas parisien, je vous explique un petit peu l'ambiance à Paris. Paris, la nuit, quand tu croises des gens, tu leur souris pas. Et si tu peux changer de trottoir, habituellement tu le fais. Surtout si c'est dans un parc, la nuit, genre Bercy, où tu as ton téléphone portable et que tu croises d'autres gens, un groupe, normalement tu fais gaffe, tu ranges un peu ton portable, tu fais genre oh là là, tu regardes autre chose. Sauf que depuis que Pokémon Go est sorti, tu croises des mecs avec un portable, tu les regardes et à un moment le mec il te fait « tu chopes ?» Et là tu fais « ouais il y a des tignons là-bas » et les mecs font « oh attends je viens avec toi » et tu te fais des amis. Comme si t'étais bourré, tu te fais des amis. On est reparti, on est arrivé avec Rémi, on était 2 dans le parc de Bercy, on est reparti à 8. On est reparti à 8 et on parle tous le même langage. On dit là-bas il y a Pikachu derrière la bibliothèque François Mitterrand. Où ça? Dans le petit parc. Attends, on t'amène, mais on pense que c'est vers 20h30. Ok d'accord, je reviendrai demain. Nous aussi on reviendra. Ok super. Tout le monde sur Terre connaissait les Pokémon. Tout le monde avait ce même langage, mais personne n'osait. Et là, on les a lâchés. Je n'avais jamais fait les parcs de Paris. Et là où il y a plus de Pokémon, c'est dans les parcs. Je suis allé au Jardin des Plantes 4 fois en une semaine. J'ai même découvert qu'il y avait des animaux au Jardin des Plantes. En vrai, pas que des Pokémon. On suit Yumi-kun à Japan Expo. Yumi-kun était une nouvelle fois à Japan Expo cette année pour reprendre son rôle de reporter. Il présentait chaque jour les événements marquants dans le cadre du compte-rendu vidéo mis à disposition le soir même sur la chaîne YouTube de Japan Expo et réalisé par nos soins. Son expérience de youtubeur lui permet d'être très à l'aise dans cet exercice. 全てが自由っていうのと、一人で完結できるっていうことと、
あとはまあその瞬間にヒットするっていう良さもあるんですけど、そうでなかったも一応こう生きた履歴書みたいな感じで、まあアーカイブされていくっていうのが、まあ自分でいろんなところにこうお願いしますって言いに行かなくても勝手にこう見てもらえるチャンスがあるっていうところが一番の魅力だなと思います。Umi-kun était partout. On pouvait le voir en présentateur du concours de mascotte, participant au concours de jeux vidéo et même en prof de cuisine sur la scène Washoku. Sa recette simplissime de la soupe miso n'était qu'un prétexte pour déconner avec le public en balançant toutes les vannes qui lui passaient par la tête. Oh oui, oui, I'm a champion of Onio. Mais on pouvait aussi le voir en showcase sur la scène Yuzu le vendredi midi et sur la scène Kuri le dimanche après-midi. I'm ready. La scène Yuzu était pleine lorsque l'artiste commence sa représentation vendredi, accompagné de sa partenaire au masque félin que nous avions pu apercevoir dans certains de ses clips. Ce showcase était prévu en 2 parties, tout d'abord des reprises de thèmes d'animé, puis ses titres originaux. Après l'introduction, Umi-kun enchaîne sur We Are, premier thème d'ouverture de One Piece qui remporte déjà un grand succès auprès du public. Mais cette belle ambiance n'ira qu'en s'améliorant avec un thème de Naruto, puis Guren no Yumiya, ouverture épique de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Umi-kun ne s'arrêtera pas en si bon chemin, entonnant par exemple a cappella les premières paroles de Go, célèbre thème de Naruto, initialement interprété par Flow. Pour couronner le tout, l'artiste a un talent incontestable pour l'animation, tenant parfaitement son public, tentant quelques phrases en français et donnant des « c'est ouf » à chaque réaction enthousiaste des spectateurs. Il nous offre même, toujours a cappella, un air d'opéra italien, permettant à un public étonné d'apprécier cette très belle qualité vocale. そうですね、もともとそのクラシックをやっていたので、まあオペラ、クラシックミュージックもそうで、まあ一番強く影響を受けたのはまあクイーンがフレディ・マーキュリーとか好きで、まあ今はそういうルーツを受け継いだまあアダム・ランバードとかパニック・アット・ザ・ディスコとかそういったものに影響を一番受けています。Cette première partie de concert s'achèvera avec une reprise du morceau vocaloïde Senbu Sakura, chanson que nous connaissons sur la chaîne via le groupe Wagaki Band. Le showcase se poursuit avec ses propres morceaux, accompagnés de leurs clips sur l'écran géant. On découvrait ainsi son tout dernier titre, Otaku Washoi, qui sert d'ailleurs de générique de fin à l'émission Japan in Motion. Un titre dont Umi-kun a composé la musique et écrit les paroles. Do you know Otaku? Otaku! Wi-Fi 僕結構そのインドア派でインターネットをよくするので、まあジャパンカルチャー的なそのネットウェブスラングみたいなのをめちゃくちゃ使ってやって、でも今回そのスラングにすっごい分かりやすい和訳をつけたものをジャパンエキスポ会場内で販売しております。ちなみにその私たちのこのノーライフという名前も、はい、ネットスラングで、はい、ネット配信って言うんです。なるほどなるほどなるほど。Ensuite, Umi-kun enchaîne avec son premier single, I'm Just Feeling Alive, dont il avait préparé une version particulière pour l'occasion. Right? 合ってるかな？そうですね、デビューシングルをちょっと一部フランス語で歌えるように練習したので、それを披露してうまく伝わればいいかなっていう。You move on just to be one 伝わるかなって感じです。はい。Et enfin, le live se termine par le thème de Japan Expo 2015, Hello Baby. Il reviendra dimanche sur une scène Kuri pleine à craquer et débordant même dans les allées pour un show renouvelé pour le plus grand plaisir de ses fans, malgré une sonorisation de piètre qualité. Organisé de la même façon, avec une séquence dédiée à l'animation puis ses titres originaux, Umi-kun interprétera entre autres Chala Head Chala, thème de Dragon Ball Z, un titre sorti des animés Pokémon, ou encore un grand classique du genre, le thème d'ouverture d'Evangelion, Zangokuna Tenchi no Teisei.
On a redécouvert cette année le chanteur Umikun, en plus de l'animateur, /cosplayer, /youtubeur, lors de 2 showcases de grande qualité. S'il fait un nouveau passage l'année prochaine, espérons que nous le verrons directement sur la scène Karasu. Alors, je continue sur Pokémon Go parce que j'ai plein de choses à dire. On vit des moments hyper drôles. Genre, à 2h du matin, le jardin des plantes est fermé. Donc, pour choper des bulles bizarres, je me colle contre les grilles du parc et je m'assois et je chope des bulles bizarres. Il y en a plein au jardin des plantes. Et là, il y a une voiture qui arrive et qui freine à mon niveau, remplie de 5 mecs bien baraqués, tous avec des téléphones portables. La vitre se baisse et là je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et les mecs ils me font Y'a Miou rue de Rungis et la voiture s'en va. et là tu dis putain mais la vie est super. Voilà. Ah, je crois que Man with a Mission a un truc à vous dire. Bon, par contre, avec Pokémon Go, il se passe aussi des trucs un peu chelous auxquels les gens ne s'attendent pas. Il y a une rue près des Gobelins. Je sais pas pourquoi, il y a une arène. D'habitude, les arènes, elles sont placées à des endroits stratégiques dans Paris. C'est-à-dire Place d'Italie, au milieu, forcément, il y a une arène, enfin voilà. Là, il y a une rue qui fait un arc de cercle, qui est un peu chelou. Et au milieu, il y a une arène. Mais c'est une rue où il y a rien. Il y a rien. Il y a une arène, là, il y a rien. Et un soir, je rentrais, il était 3h30 du mat. Ouais, parce que je me couche tard à cause de Pokémon. Et donc 3h30 du mat, je me dis, il y a une arène, il n'y a pas beaucoup de Pokémon, je vais combattre et poser mon Pokémon et aller me coucher. Si vous avez jamais joué, cette phrase est bizarre, mais si vous jouez, vous comprenez. Donc, dans cette rue où il n'y a rien, j'avance et je vais vers l'arène. Alors, il faut être au niveau de l'arène pour pouvoir jouer. D'accord? On peut pas se déplacer, il faut être là où il y a l'arène et attendre, gagner, et après on peut partir. Et dans la rue, en face de moi, donc 3h, 3h30 du matin, il y a une jeune fille qui avance. Et on avance tous les deux, et on va se croiser. Sauf qu'au moment où moi j'atteins l'arène, elle voit pas qu'il y a une arène. Moi sur mon portable je vois qu'il y a une arène, mais pour elle, il n'y a rien. Et donc elle avance que ça. Et moi d'un seul coup, je me fixe dans la rue, et je me colle contre le mur, et je commence à jouer. Et je vois la fille qui commence à faire. Et là elle sort ses clips pour me montrer qu'elle habite à côté, et je fais bling bling bling, et elle a peur que je l'attaque. Mais moi je suis en train de combattre des Pokémon, donc je m'en fous complètement. Et elle a vécu un truc où elle est passée à côté de moi en courant, elle est rentrée, j'ai entendu la porte dire et moi je chassais un Pokémon. Voilà. Donc l'humanité, soyez au courant, si vous voyez des gens comme ça dans la rue et qui vont se prendre des voitures, on joue à Pokémon. Voilà. On regarde notre chaîne. Salut Zotac, c'est Nochan. Comme chaque année, je me fais un petit plaisir estival avec Cyril. Oui, c'est le moment d'aller à Japan Expo, mais à ma manière. C'est-à-dire, depuis chez moi. Enfin, depuis mon plateau télé, et avec Cyril qui se débrouille pour me dégoter tous les stands de la convention faits pour les otaks comme vous et moi. Enfin, et surtout comme moi. Allô Cyril, est-ce que tu m'entends? Oui, allô Nochan, oui, je crois que j'étais entendu, oui. Ah, c'est toi Nochan. Salut Cyril. Bonjour et bienvenue à Japan Expo. Donc effectivement, cette année, il y a encore plein de choses à voir à Japan Expo. Et je pense qu'on va commencer tout de suite avec cet énorme espace Annigator qui est dédié aux maquettes, aux figurines, aux papercraft. Je te propose d'y aller tout de suite. C'est très joli tout ça, mais est-ce que tu peux rappeler à nos téléspectateurs ce que c'est exactement? Alors le papercraft, c'est tout simplement des figures mais qui sont faites en papier. Comme tu pouvais le faire dans les magazines pour enfants par exemple, mais bon à un niveau beaucoup plus élevé. Donc on voit par exemple ce magnifique Spider-Man. Voilà, il y a des têtes de Lego, il y a du Star Wars, de Retour vers le futur. On a un très beau château là-bas. Alors il n'y a pas que ça évidemment. Il y a de la maquette ici et alors là. Pour les fans de maquettes, c'est juste la folie, il y a vraiment énormément de choses. Alors je t'avoue que je ne reconnais pas tout. Ah bon? C'est fastoche pourtant, et il y a le RGC. Attends, ça c'est Porco Rosso, non? Ouais, t'as l'impression que c'était le vrai, mais en fait non, c'est pas le vrai. Ou alors je suis très très grand. Pas mal en effet. Alors maintenant, regarde, là il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les maquettes. Voilà, ça c'est du R-Type par exemple. Oh alors là, je suis fan.
Alors là, regarde, c'est très drôle. C'est la borne de Hang-On. Donc tu te rappelles de ce vieux jeu Sega qui était un jeu de moto où on pouvait monter sur la borne et jouer vraiment. On voit l'écran. Et donc c'est une maquette de la borne d'arcade. Voilà, on peut mettre les sous ici. On monte sur la borne et on joue directement sur la moto. Et là, ici, on voit ici du Yokai Watch. C'est évidemment très à la mode en ce moment puisque ça vient de sortir chez nous. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors Dux 2081, donc président de l'association Annigator. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est maquettes, plastique, figurines, papercraft, origami 3D, répliques d'armes, de jeux vidéo, de dessins animés et autres. Et j'en passe. Et donc tout ça, ça t'est fait par des membres de l'association ? Exactement, par moi-même, par d'autres. Chacun a son domaine de prédilection. Certains ne font que du papercraft, d'autres ne font que de la figurine. Certains font carrément de la sculpture de figurines. On a depuis 2 ans de l'origami 3D, c'est l'origami modulaire, une personne qu'on a découverte et qui maintenant fait partie de l'association. Ah merci Cyril, tu nous emmènes où là ? Écoute, c'est sur un stand qui scanne les gens en 3D, c'est un scanner 3D qui scanne les gens. Donc je vais me faire scanner et après je pense que je vais pouvoir me uploader quelque part, mais alors du coup ça me semble c'est un petit peu Ghost in the Shell là. Ah ouais, ça marche plutôt pas mal. Et il y a même les couleurs. Et tu en fais quoi après de ce modèle 3D ? Je peux me faire imprimer en 3D. C'est-à-dire que chez moi, je vais pouvoir mettre une figurine de moi dans ma vitrine avec mes autres figurines. Ok, alors on est où là ? C'est une boutique de goods ? Et non, alors c'est pas des produits à la vente et si tu regardes bien, on a l'impression un peu que les programmes sont en double. Ici nous sommes sur le stand de Coda, qui est une association, un regroupement de sociétés qui viennent ici sensibiliser les gens aux produits, à la présence des produits pirates dans les conventions. Et donc ici, on a des exemples de produits pirates et de produits officiels. Alors à première vue, comme ça on n'a pas l'impression qu'il y a une différence, alors qu'en fait, entre les deux figurines, déjà on peut voir qu'il y a une vraie différence de qualité, notamment au niveau du visage, où ici le visage est très bien fait, alors que ici le visage de Luffy à droite est vraiment de moins bonne qualité. Et on peut le voir également au niveau de la boîte. Alors là c'est très très simple, en général les produits officiels, il y a un petit sticker officiel, ici on voit qu'il y a un sticker avec le chat de la Toei, alors qu'ici le sticker n'est pas présent, c'est donc un produit pirate. このジャパンエキスポでは、日本の文化やコンテンツを広くフランスだけではなくヨーロッパの方々に広げてもらっておりますが、残念ながら一部のブースの中で海賊版を売っていると、もしくは新芸物を売っているということが分かりましたので、日本の経営者として、私たちはブースを出して日本の正しいものを、この参加していただいている方々に触れていただきたいということで今回参加をいたしました。D'accord, je fais gaffe. Sinon, je m'inquiète un peu Cyril. Toujours pas la moindre Hatsune Miku depuis le début de l'émission, c'est normal ? Mais oui, tu sais bien que Hatsune Miku, bah là, elle est un petit peu en perte de vitesse quand même, on entend un peu moins parler ces derniers temps. Mais bon, regarde, il y a quand même un stand où on la voit, alors elle est un peu pixelisée, ça fait un petit peu Minecraft, mais bon, c'est normal, c'est le stand de Nanoblocks. C'est des blocs de construction. Et qui sont vendus, c'est des sets qui sont vendus pour pouvoir faire des personnages. Et donc là voilà, on a la Snow Miku en nanobloc que tu peux faire pour avoir chez toi, que tu peux démonter, remonter, tu peux mélanger, ouais, voilà, hein, c'est nanobloc. On peut faire plein de choses, il y a des Pokémon, je vois, il y a des choses comme ça, donc des petits Lego, des petits personnages très agréables. Bon, c'est joli en petit aussi, évidemment. Et puis du coup, si t'as pas la place pour mettre une vraie Eva chez toi, bah, l'Eva 01, voilà, tu peux l'avoir en nanobloc également. En plus, je viens de voir, c'est une exclusivité. Elle est en vente qu'ici. Oui, mais il faut mettre 30 € quand même. Sinon, il y a un peu de jeux vidéo aussi cette année. Oui, on est sur le stand de l'association Caliban, alors qui est spécialisée en robotique, parce que là-bas, il y a beaucoup de choses avec des robots, des automates, etc. Donc, à voir évidemment. Et là, c'est quelque chose de très spécial puisque c'est un jeu de course en VR. Alors non seulement c'est de la VR, mais en plus tu es sur un siège sur piston et donc tu as toutes les sensations, j'imagine, de la course automobile. Ça doit être assez impressionnant. Et c'est vrai que ça donne envie d'essayer. Ça doit faire bizarre de se sentir coupé du monde comme ça, plongé dans son univers. Enfin, moi ça, j'ai l'habitude. Alors notre chaîne en VR, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi d'autres casques de VR. Ici par exemple on voit un casque de HTC avec quelqu'un qui fait quelque chose de très bizarre. Je ne sais pas ce qui lui arrive. À mon avis, il vit des aventures incroyables. Alors ce qu'il y a, c'est que la technologie VR, il paraît que c'est très impressionnant.
mais c'est toujours très drôle à regarder quand même. Oui. Donc ça c'était HTC, il y avait aussi Oculus Rift, et pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir Marcus sur son stand Super Marcus World, il y avait aussi de la VR. Vous pouviez aller directement chez Marcus, être assis dans le salon de Marcus avec Marcus qui vous explique, regardez voilà mes jouets, voilà mon canapé, et être vraiment au centre du salon qu'on voit dans tous les chez Marcus. Donc voilà, il y a plein de choses à voir encore dans ce Japan Expo. Bon bah merci Cyril pour cette petite visite. Oui bah écoute, y a pas de problème, c'est toujours un plaisir. Regarde, je suis devant la Jaguar, cette console d'Atari qui était extrêmement puissante pour l'époque. Mais bon, Atari ils ont tout foiré du début à la fin, ils étaient pas du tout calibrés pour sortir une console comme ça. Ah bah tu m'en parleras une autre fois. J'ai un truc à te dire. Oui. C'était le dernier No-chan. Dernier de cette année? Non, le dernier tout court. J'arrête, je pars au Japon, comme Nono-chan. Ah non mais comment on va faire nous? Bah vous vous débrouillez hein. Allez, au revoir les otaku. Eh bien, salut l'otak, merci, je suppose que tu joues trop à Pokémon Go pour pouvoir continuer pour le moment. À bientôt, peut-être. Je continue moi avec Pokémon Go. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'amusant? Oui, alors bon ça, très drôle, parc de Bercy la nuit, donc toi tu chasses des Pokémon et donc des gens viennent chercher de la drogue. Donc des gens s'approchent de toi et te disent, vous avez des Taz? Et franchement, quand toi tu joues beaucoup à Pokémon, que quelqu'un te demande si tu as des Taz, toi tu crois qu'il parle d'un Pokémon que tu ne connais pas. Et tu dis, des Taz? Non, il y a des Tignons et des Pikachu, mais des Taz, non. Et là les gens font... et s'en vont et te prennent pour un fou. Et après, des gens m'ont expliqué que c'était des extasies. Mais moi je connais 151 Pokémon, mais je connais pas les Taz. On regarde Kobayashi Saori et Jagmo. Kobayashi Saori est la compositrice de nombreux thèmes de jeux vidéo. Panzer Dragoon Saga et Crimson Dragon sont les plus connus d'entre eux. Elle se produisait par 2 fois sur la scène Karasu, le vendredi en clôture de journée et le dimanche en début d'après-midi. Elle était accompagnée de son amie Ito Eri, interprète du thème de Panzer Dragoon Saga, mais aussi comédienne de doublage. Elle a interprété notamment Belle, Mulan ou encore Mary Poppins dans la version japonaise des films Disney. Ce duo était également accompagné de JAGMO, Japan Game Music Orchestra, un quatuor classique japonais dont le répertoire est tourné vers le jeu vidéo. Il nous avait déjà proposé un showcase en 2015, et cette année, cet orchestre s'est rendu en France avec 6 artistes, 4 cordes, une flûte et un percussionniste. 私ディレクターなんですけれども、プロデューサーがおりまして、プロデューサーと、ゲーム音楽を歴史に残る文化にしたいっていう大きなビジョンを掲げて結成して、今3年目で今まだなんですけれども、はい、活動してます。Ce showcase sera bien uniquement centré sur l'œuvre de Kobayashi Saori. Celle-ci sera au clavier tout au long de la session, JAGMO l'accompagnant dans l'interprétation de son œuvre. Saluons au passage le travail de traduction d'un membre de JAGMO tout au long de la session, qui malgré quelques hésitations, permettra aux 2 artistes de nous présenter en détail les morceaux, mais aussi de donner quelques anecdotes autour de leurs travaux. Sélectionner quelques pièces de ce disque. On va jouer. 今回は、ジャグも単独でも演奏し、ゲーム音楽作曲家の方とのコラボレーションステージも用意していただいて、こちらも新しい試みだったんですけれども、ちょっと電子音源と生演奏を組み合わせたりとか、ちょっとテクニカルな新しい分野にちょっとチャレンジするっていう意味で初めての試みは結構してます。はい。Un showcase tout en douceur et en émotion qui méritait peut-être aussi une programmation sur la scène Ichigo, somme toute plus adaptée à un public installé confortablement sur des places assises. C'était aussi un des lives qui avait le potentiel pour intéresser des spectateurs pas forcément aussi ouverts à la J-music que ceux de la scène Karasu. Ce concert sera également joué le dimanche dans un registre similaire et avec un public plus nombreux que celui du vendredi, très clairsemé.
Ce que j'adore avec Pokémon Go, c'est que, enfin, moi, en tant que joueur, quand je joue au jeu, il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que c'est un jeu de collection, j'adorais Pâques, chercher les œufs dans le jardin, et là je cherche des Pokémon dans tout Paris. Et c'est juste ouf, c'est trop bien. Et quand on croise des gens, tout le monde se sourit, et même s'il y a des équipes, il y a l'équipe jaune, l'équipe bleue et l'équipe rouge, je me suis dit qu'il n'y avait pas de compétition. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur internet où j'explique que ouais, je trouve ça plus sain que le sport ou que le football, parce que tout le monde dit « Ah, là, il y a un Pokémon, là, il y a un Pokémon ». Et même, il y a une carte sur Internet participative où les gens disent « Ah, à cet endroit-là, j'ai vu un Pokémon, cet endroit-là, j'ai vu un Pokémon ». Mais un soir, en rentrant de mon spectacle dans Paris, je vois une arène que j'attaque. Et là, je me rends compte qu'il y a un autre mec qui est dans l'arène avec moi et qui attaque en même temps. Parce que quand on est de la même équipe, on peut attaquer à 2 des arènes. Et donc, le mec était jaune. Donc, on prend l'arène. Et avant de partir, forcément, on se sourit, je m'approche de lui, on se reconnaît, quoi. Et je lui fais « Tu es jaune ?» Il me dit « Oui, je suis jaune et tout. » Et il me dit « Mais va sur Facebook, on a créé une page, les jaunes, voilà. Et comme ça, on sait quelle arène on va attaquer pour pouvoir gagner. » Alors là, je me dis « Ok, il était un petit peu à fond, le mec. » Mais vu qu'il me donne une info, je m'inscris, je lui dis « Moi aussi, je vais lui donner une info. » Je lui dis « Bah, regarde, c'est une carte participative, tu peux la télécharger. Et moi, je mets où ? Je mets tous mes Pokémon. » Et là, le mec, je le vois friser, il me regarde et me dit « T'indiques à tout le monde où sont les Pokémon ?» Je dis oui. Il dit mais alors les bleus et les rouges, ils vont les avoir aussi. Et j'ai fait oui. Il m'a dit mais on va perdre alors. Et là j'ai fait oui. Et je suis parti. Parce qu'en fait, du coup, en fait c'est comme le sport, les jeux vidéo. Il y a des gens qui font les trucs juste pour se détendre. Et il y a des gens qui veulent gagner à tout prix. Voilà, donc ce mec m'a fait flipper, je tiens à le dire. On regarde Katsuka avec la French Touch à Japan Expo. Salut à tous! Cette année, le festival Japan Expo a proposé une programmation spéciale French Touch centrée sur des artistes français en lien avec le Japon. L'occasion pour Katsuka de se focaliser sur ceux qui travaillent dans l'animation japonaise et qui viennent de lancer le site internet Fudantoujin Connection dont je vous avais déjà parlé. Thomas Romain, Stan Brunet et Eddie Meong étaient les 3 invités principaux de cette communauté durant le festival. Ils y ont donné différentes conférences et masterclass, l'occasion donc aussi de leur demander de nous présenter leur projet de réseau social des Français de l'anime au Japon. On est environ une vingtaine de Français qui travaillent dans le domaine de l'animation 2D au Japon, dans la production d'animés, de séries animées, de films. On se connaît tous très bien. Et on a décidé de se réunir depuis un an, une fois par mois, pour discuter de plein de choses, voir alors tu fais quoi en ce moment, moi je travaille sur tel truc et tout. Et puis il y avait une belle énergie et tout, donc on avait envie de faire quelque chose. On n'est pas forcément non plus dans les mêmes domaines. Thomas et Stan sont dans le décor, moi je suis plutôt dans l'animation. Donc on avait envie vraiment de montrer que toutes les possibilités qu'il y avait au sein de l'industrie japonaise, les possibilités à des Français d'intégrer cette industrie. On a souvent des emails où les écoles nous contactent parce qu'ils veulent nous faire prendre des stagiaires. Donc on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler au Japon. Mais c'est très difficile, il y a plein d'obstacles et il faut bien s'y préparer. Et donc on a envie d'aider ces gens-là, ces jeunes, à suivre un peu le chemin qu'on a tracé. Et donc grâce à ce site, ils pourront trouver toutes les informations nécessaires pour tenter une aventure professionnelle au Japon, des conseils, s'intégrer dans la vie quotidienne ou quelles sont les particularités des métiers tels qu'ils sont exercés au Japon, etc. Tout ce qu'il faut savoir pour réussir une transition dans l'industrie de l'animation au Japon. Il y a un manque qui fait que les studios maintenant ont vraiment besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Je pense qu'on a quand même aidé et donné certaines idées à certains studios. On a quand même pas mal de connexions au sein de studios assez connus. Aussi, la démarche qu'on est en train de faire a tendance à se répandre aussi au sein de différents studios. Je pense qu'on a un rôle à jouer, en tout cas dans la venue de nouvelles énergies, de nouvelles personnes comme ça dans ce milieu-là. Mais c'est sûr que les Français qui viendraient maintenant par rapport aux Français qui sont venus à mon époque,
les conditions seront certainement plus faciles pour eux qu'il y a quelques années. Au Japon, il y a eu quelques expériences de coproduction par le passé, qui au tout début c'était plutôt de la sous-traitance même, et ils en ont pas gardé un souvenir inoubliable. Il faut avouer que les expériences se sont souvent soldées par des échecs, et souvent c'est les Japonais qui ont payé un peu les pots cassés. Donc non, ils étaient pas trop enclins à embaucher des étrangers, et nous on a eu une certaine chance avec Thomas parce qu'on travaille à Satellite. Satellite a fait une coproduction qui s'est pas très bien passée avant qu'on arrive. Au moment où on était sur Urban, ils étaient en train de faire Valérian, et ça n'a pas été une bonne expérience pour eux. Cependant, ils ont pas renoncé à travailler avec des étrangers en fait. Ça les a quand même pas bridés. Donc c'est des gens qui sont quand même assez ouverts d'esprit, et s'ils rencontrent des talents et des gens avec qui ils ont envie de travailler, ils sont capables de faire vraiment beaucoup d'efforts. Travailler avec des étrangers directement chez eux, dans leur cadre de production, et travailler avec des sociétés, des partenaires étrangers, c'est très différent. Ils ont beaucoup plus de mal à faire confiance à des sociétés étrangères qui sont souvent moins professionnelles qu'elles, ou en tout cas parlent pas exactement la même chose, n'ont pas les mêmes objectifs, se comprennent assez mal. Donc nous, on a eu la démarche vraiment d'aller vers eux et de s'intégrer, d'apprendre la langue, de faire comme eux, de les imiter un peu pour vraiment se mettre dans le moule. Et ça, ils apprécient, et ça nous permet de travailler vraiment à l'égal des artistes japonais sur les productions. Ayant grandi avec des références différentes, on n'a pas une manière de travailler les designs, d'approcher le visuel de la même façon. Et donc, quand ils sont à la recherche sur certains projets, vraiment ils ont besoin de quelque chose de vraiment original. Là, par exemple, j'ai travaillé sur la série Space Dandy, où Shinichiro Watanabe, le réalisateur, souhaitait pour les designs des vaisseaux vraiment une touche particulière. Donc, il est venu me demander, parce qu'il voulait justement quelque chose de différent. Ils ont tendance à tourner un peu en rond dans leur production. Et après, il y a beaucoup d'animateurs japonais qui sont très bien dans ce milieu-là et qui n'ont pas forcément envie de changer. Mais parmi ce qu'on appelle les top animateurs, beaucoup ont envie de changement et voient peut-être dans l'arrivée de Français dans leur production quelque chose de nouveau qui les intéresse. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Vincent Nguyen fait partie de ces nombreux Français que Thomas a fait venir en stage au Japon ces dernières années, et il témoigne aussi de son expérience. Il faut pas mal d'énergie en fait pour débuter au Japon, comme on l'expliquait dans notre conférence tout à l'heure. Et je pense que effectivement, pas forcément être un otaku au sens propre du terme, mais avoir été influencé par exemple les dessins animés japonais de notre enfance. On parlait tout à l'heure de la touche graphique des Français. Moi, je pense que la France est un des pays où on arrive le plus à intégrer des codes graphiques hyper variés, que ce soit américain, japonais, et à transformer en une espèce de style hybride en fait, qui, pour reparler de la French Touch, qui serait peut-être la French Touch. En même temps, alors il suffit pas d'être un passionné, il faut avoir des compétences techniques en fait. Il faut être plus rigoureux que quand on cherche un job en France par exemple, parce que les Japonais en général travaillent avec un style assez réaliste. Où il faut un dessin très solide. Ils ont une conception de l'animation en fait qui est très différente de la courbe et du mouvement qu'on a dans l'animation américaine et l'animation française qui s'en inspire. Les postes les plus accessibles pour les animateurs à la base, je dirais que dans l'animation propre, donc il y a l'intervalliste, c'est celui qui est tout au bas de l'échelle, mais c'est celui aussi qui paye le moins. Ça veut dire que si on commence par là, il faut mettre de l'argent de côté, il faut venir avec énormément de motivation et surtout il faut pas abandonner parce que c'est nécessaire si on veut grimper les étapes, donc passer ensuite animateur et peut-être des postes plus importants après, donc comme directeur d'animation et pourquoi pas réalisateur. J'en connais pas encore, mais pourquoi pas. Les futures générations, on ne sait jamais. Je pense effectivement c'est plus facile de commencer en décor. Par contre, la chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas s'adresser à des studios d'animation si on veut travailler dans l'animation en décor. Il faut s'adresser à des studios de décor. Parce que c'est assez compartimenté. Donc il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans et qui embauchent chaque année des jeunes
Et là, bon, les compétences en animation n'ont aucune importance. Il faut être juste un bon illustrateur ou aimer peindre ou être bon en perspective et on peut être embauché. Et là, on n'a pas besoin d'avoir un style japonais. On n'a pas besoin de dessiner un peu comme dans les mangas. Il suffit d'avoir une bonne formation en dessin académique pour pouvoir travailler à ce poste. On peut aussi travailler en tant qu'animateur 3D. Les studios japonais sont enclins à embaucher des animateurs 3D. Au compositing, bon, c'est des postes un peu plus techniques, mais non, il y a vraiment pas mal de points d'entrée. Mais il faut oublier d'entrée de jeu le storyboard. Parce qu'il faut parler parfaitement japonais et puis avoir une bonne connaissance de la manière de fabriquer le dessin animé au Japon pour pouvoir faire un bon storyboard. Il faut annoter ces storyboards en japonais, donc sinon les japonais ne seront pas capables de les comprendre. Donc, pareil, écrire des scénarios au Japon c'est difficilement accessible, être réalisateur aussi. Character designer c'est quelque chose qu'il faut oublier d'entrée de jeu. Parce que c'est trop codifié, il faut vraiment déjà avoir construit une base de fans japonais en tant qu'illustrateur, avoir suffisamment grimpé les échelons en tant qu'animateur, chef animateur pour qu'on se voir confier le travail de character designer. Donc c'est un rêve un peu loin, perdu dans les étoiles. C'est pas inaccessible, mais c'est au bout de 10 ans d'efforts. Derrière Furantsujin Connection se profilent aussi d'autres ambitions, notamment pour Thomas, qui est aujourd'hui très bien placé au studio Satellite, ainsi qu'Eddie, qui a fondé son studio d'animation franco-japonais Yapiko. Le but caché de Furantsujin Connection, c'est de me créer une armée de fidèles soldats pour travailler à mes côtés sur des projets au Japon. Non, plus sérieusement, le Japon est en crise de surproduction et manque cruellement de bons animateurs et de talents. Et moi j'ai envie de faire des projets, et même si j'ai des projets sympas, je peux pas les faire tout seul, et c'est difficile de trouver des bons animateurs japonais disponibles. Et donc j'aurais vraiment besoin, donc ça c'est vraiment à ma place de créateur au Japon, j'ai besoin de gens motivés autour de moi, et je suis vraiment prêt à partager mon expérience, à enseigner ce que je sais à des personnes plus jeunes, et c'est ce que je fais d'ailleurs depuis le début, pour que les gens puissent me suivre et travailler avec moi à la réalisation de projets à succès. Et après, bien sûr, il n'y a pas que mes projets, il y a les projets du studio Yapiko Animation, il y a peut-être dans notre groupe, dans notre communauté, d'autres créateurs qui ont envie de créer des choses et qui pourront puiser dans cette communauté créative pour les aider à monter des projets créatifs. Voilà. Il y a une espèce de donnant-donnant, c'est-à-dire nous, si on arrive à faire, donc grâce à Furantsujin Connection et ce qu'on peut amener aussi aux Français, on pourrait amener de la main-d'œuvre supplémentaire aux Japonais qui seraient très contents. Et puis nous, ça nous permettrait de renforcer les connexions qu'on a avec les studios japonais et proposer à ces animateurs qui viendraient au Japon d'accéder à des studios prestigieux comme Toei, comme IG Productions, comme Bones. Ça va dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que beaucoup de Français qui viennent travailler au Japon, tout le monde ne reste pas. Il y en a beaucoup aussi qui reviennent en France et qui retravaillent sur des projets français. Les Japonais ont une expérience incroyable dans la production animée depuis les années 60. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre et à transmettre. C'est pas juste un trésor qui va disparaître si personne ne le transmet. Donc c'est vraiment dans un but de transmission. Les Japonais ne peuvent pas le transmettre directement parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer en français ni en anglais. Donc on permet aussi de transmettre ce savoir et d'enrichir par la même occasion l'animation française. Pas seulement à titre égoïste pour l'animation japonaise, mais ça enrichit d'une manière générale le secteur de l'animation, je pense. On participe à cet essor à un niveau global. Quelqu'un qui revient avec une expérience du Japon en France, dans l'industrie française, en général, est très bien vu. Enfin, je le dis comme ça parce que je l'ai vécu, mais quand on rentre en France en ayant travaillé au Japon, les gens tout de suite vous disent « Ah, vous avez bossé au Japon, vous devez tout connaître de l'animation ». C'est pas forcément le cas, hein, mais ça donne une aura supplémentaire et ça peut être une carte pour trouver du travail si on veut revenir en France travailler. Donc venir au Japon, c'est une bonne expérience aussi pour sa formation personnelle. Voilà, vous pouvez donc dès maintenant aller sur furantsujinconnection.com pour plus d'infos, et les autres artistes de la French Touch à Japan Expo sont aussi à retrouver sur No Life dans le sujet spécial animé manga des chroniques de Villepinte.
Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. Moi, en tout cas, croyez-moi, je prends le soleil grâce à un jeu vidéo. Et ça, c'est génial. À bientôt. Ciao. Davy, toujours au top. Je le dis pas fort parce que je tiens à installer une ambiance relaxante. Mais moi, j'ai bien aimé cette émission. Peut-être que la prochaine sera encore meilleure. Regarde, live report sur Konno Takahaki. Le stand Square Enix avec sa masse de bandes jouables. De l'ITV sur KOF 14. De l'ITV encore de Mashima Hiro cette fois, le mec de Fairy Tail. Du stand voyage et tradition. Et on terminera probablement avec les meilleurs. Mais je vous laisse deviner qui c'est. Parce que je fais partie du top 3 des gens les plus modestes au monde.